Bonjour à tout le monde. Je vais commencer le partage. Celui que j'ai déjà, normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est Très tout bien. bon. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'empathie. Donc, l'empathie qui, jusqu'à il y a peu de temps, on va dire, 70 ans à peu près, était pas très bien vue dans le milieu, professionnel. Elle a été souvent, déconsidérée justement, au travail. Tout le côté, émotionnel, était un peu considéré comme, non, productif. Et on mettait donc en avant plutôt le côté, action, au travail, la performance, pour le développement évidemment. Je vais, commencer en fait la présentation avec justement les, idées reçues et les conséquences, autour de l'empathie lorsqu'elle est, mal interprétée. Donc j'ai, distingué 3 grosses thématiques autour de l'empathie. La mauvaise image qu'elle peut avoir, la mauvaise interprétation qu'elle peut engendrer et le mauvais usage, de manière consciente ou inconsciente, qu'elle peut, créer. Vous voyez en haut à gauche, il y a, déjà une première interprétation qui est l'empathie, c'est être, gentil, ou considéré, voilà, comme quelque chose, comme quelqu'un de faible, comme, une énergie, pas très, motivante. Elle est plus, liée aussi, au métier de la santé où effectivement tous les métiers de l'accompagnement, demandent cette qualité-là pour, pouvoir, accompagner les personnes. Donc ça, c'est un petit peu la première idée qu'on se fait de l'empathie, la gentillesse, la faiblesse. C'est une forme d'interprétation, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi, une mauvaise image de l'empathie, heu, sur ce qu'elle peut engendrer. Par exemple, la suradaptation, c'est se mettre, trop à la place de l'autre, se soumettre justement à l'émotion de l'autre ou à l'envie, à l'intention et ça peut créer justement de la fatigue, donc une charge mentale, une charge émotionnelle, qui, peut, amener pour toujours rester dans l'extrême, exemple, c'est le personnel de santé qui est tellement sollicité, de toutes parts que ça peut créer des burn-out. Autre, image de l'empathie, c'est la discrimination. Alors vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que ça vient faire là, la discrimination dans l'empathie?» C'est justement un mauvais usage, je dirais peut-être plus inconscient. C'est lié en fait qu'on va plus ouvrir notre cœur aux personnes qui nous ressemblent. Donc ça crée une empathie qu'avec des gens, qui ont les mêmes points communs que nous, qui sont dans notre premier cercle, voilà, qui ont peut-être les mêmes faiblesses que nous. Donc forcément, on va avoir plus de facilité à avoir de l'empathie envers quelqu'un qui nous comprend indirectement, plutôt qu'avec quelqu'un qui est l'opposé de nous-mêmes, en fait et qui met peut-être plus en avant des choses dont nous-mêmes, nous n'avons pas, l'habitude de mettre en avant. Voilà, par exemple, des personnes, qui ont la colère facile ou voilà la la parole facile, alors que nous, on s'empêche justement de libérer cette colère et on va avoir moins d'empathie vis-à-vis de cette personne. Donc l'empathie peut finalement, inconsciemment, créer de la discrimination et donc une non-ouverture à tout le monde. Là, ça peut être intéressant pour faire un parallèle parlant. Ce sont soit les psychologues, les psychiatres, les personnes de l'accompagnement qui vont pouvoir dire peut-être d'un tueur en série, pour donner l'exemple, «Je comprends son comportement, mais je ne l'accepte pas». Donc c'est aussi de mettre une grande différence entre comprendre et accepter. Donc ça, pour, relier au milieu professionnel, dans un échange, qui va se vouloir constructif et nous le verrons, par la suite, c'est important de,
d'avoir quand même cet optimisme en fait, cet espoir de passer au-delà du conflit, passer au-delà des différences pour essayer de trouver une solution commune. Donc voilà pour, la discrimination, que peut créer aussi l'empathie de manière inconsciente. Il y a aussi donc la compassion, souffrir avec, donc ça va avec cette sorte de soumission, que j'ai introduite avant. C'est On pense que, faire l'éponge, c'est la manière, d'être empathique. C'est souffrir avec la personne. Donc c'est pas vraiment se mettre à la place, de manière simplement observateur, mais là, on est vraiment avec la personne en train de souffrir. Donc si on doit faire ça tous les jours, tout le temps, c'est usant à la fin. Donc c'est une mauvaise interprétation que de croire que l'empathie, c'est de souffrir avec, OK? On peut être, dans le sentiment, dans la compréhension, mais on va pas commencer à, porter les personnes, sur ses épaules. Sinon, effectivement, une autre des dérives que j'ai déjà évoquées avant, c'est fatigant et ça peut amener justement au burn-out. Autre, interprétation ou image de l'empathie, c'est la loi du silence, la fuite, la stratégie d'évitement du conflit. Un petit peu comme le mot bienveillance qui peut être aussi, dans le milieu de l'entreprise, un mot qui commence à énerver tout le monde parce qu'il est mal compris. L'empathie peut aussi, d'une certaine manière, créer un comportement d'évitement. Voilà, une stratégie où on va par empathie, on va pas mettre mal à l'aise la personne, donc la faire se sentir mal. Donc on va, éviter le conflit et éviter la confrontation et amener le silence. Sauf que le silence, eh ben, c'est comme, une cocotte minute qui est sur le point d'exploser. C'est qu'il n'y a pas de moment où on va venir ouvrir pour un peu sortir la vapeur, quoi. Donc attention avec, cette tendance, surtout dans le milieu de l'entreprise voilà, à vouloir éviter le conflit pour ne pas mettre mal à l'aise, les gens. Eh bien, on ne fait rien et il y a une espèce de fossé qui peut se créer, et qui peut être assez dangereux aussi, notamment, sur la construction de la confiance, au sein de l'équipe. Autre, dérive de l'empathie, il y en a pas mal, hein. Est-ce que vous pensiez qu'il y en avait autant? Les dérives de l'empathie, c'est, la manipulation. Donc ça, c'est souvent, aussi, indirect ou c'est plutôt d'avoir une, heu, une opinion utilitariste en fait de cette compétence. C'est trouver le truc pour faire passer la pilule. Voilà, comment est-ce que je vais pouvoir, faire en sorte que tout le monde, puisse, recevoir ce que j'ai envie de leur faire faire, en me faisant passer pour quelqu'un d'empathique. Donc, attention aussi à ces dérives, cet usage de l'empathie, voilà, pour, indirectement manipuler. L'idée pour sortir de la manipulation, c'est de rendre, son pouvoir à autrui, en fait. C'est, on même si dans le milieu professionnel, effectivement, il y a la hiérarchie à respecter, l'idée, c'est quand même de considérer que vous travaillez avec, des adultes, responsables et il y a pas de posture, paternelle ou maternelle à adopter. Donc ça, on le verra aussi après sur les différentes postures, qui peuvent avoir une influence sur, les relations entre nous et j'arrive plus à avancer, ça va. Autre image de l'empathie, c'est le conflit. Donc là, c'est plutôt face à, deux choix qui impliquent, une conséquence émotionnelle sur 2 personnes. La personne qui va devoir faire un choix est en conflit d'empathie, on va dire. C'est: «Ah, pour qui je vais avoir plus d'empathie?»
Et donc là, c'est très difficile en fait d'utiliser l'empathie pour créer un choix, pour faire un choix. Parce que derrière, on a la culpabilisation. Voilà, donc par exemple, choisir c'est renoncer, exactement Frédéric. C'est vraiment, pour continuer sur l'exemple extrême, qu'on a vu, par exemple pendant le covid, dans les hôpitaux, dans les urgences, c'est, pour libérer de l'espace, dans les chambres, on fait le choix de traiter, telle personne plutôt que d'autres personnes. Donc là, on est vraiment dans un conflit, d'empathie où, il y aura des conséquences sur les 2, mais voilà, faire un choix, c'est renoncer et derrière, en fait, qui va, pointer du doigt? Bah, soi-même, puis, les autres évidemment parce que les conséquences, elles sont assez grandes. Donc, l'empathie est vraiment une compétence qui sert d'inspiration, qui sert de moteur, qui sert justement de nouveaux biais de la communication et de l'intelligence. Mais attention à ne pas se laisser submerger justement par l'empathie pour pouvoir, faire des choix. Et nous verrons aussi plus tard que, vous pouvez, mettre en règlement interne, par exemple, hem, ce moment où, je fais une pause sur l'empathie. Parce que justement être trop et tout le temps dans l'empathie, c'est vraiment énergivore. Donc c'est accepter aussi qu'il y ait des moments où on est moins disponible, où on peut, voilà, où on peut, ne pas, le suraccident, c'est ça. Où on peut ne pas, se rendre, aussi ouvert qu'on le souhaiterait. Et donc forcément, avec, des outils que je vais donner, plus tard, si on est tous et toutes dans cet état d'esprit-là, il y aura peut-être un petit peu plus de compréhension aussi, entre les équipes. Donc ça, c'était pour les mauvaises interprétations et les mauvaises images, et usages de l'empathie. Est-ce que déjà sur ces mots-là, est-ce que vous voulez rajouter des mots? Est-ce que ça suscite déjà des questions? Voilà, est-ce que vous voulez partager quelque chose? Ça va? Super, merci. Ouais, donc ces différents biais, voilà, j'essaie vraiment de décortiquer, l'empathie voilà, ce qu'on peut interpréter, ce qu'on peut, faire et les conséquences qu'il y a derrière. Donc pour revenir en arrière, d'où vient l'empathie? Donc, l'empathie, c'est quelque chose qui n'est pas inné, OK? C'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe durant le, développement psycho-affectif de l'enfant. Selon, Serge Tisseron, qui est un médecin, un psychiatre et docteur en psychologie qui a fait, pas mal de recherches, et qui continue à faire de la recherche, en fait, sur le comportement et surtout sur l'intelligence naturelle par rapport à l'intelligence artificielle. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce qui va nous distinguer, des machines? Donc, selon lui, il y a, 3 fenêtres d'opportunité pour développer l'empathie. La première fenêtre, c'est l'empathie émotionnelle qui arrive lorsqu'on est, bébé. Souvent, par mimétisme, enfin le bébé va, imiter le visage de ses parents. Imiter le visage, si la maman elle sourit, il va comprendre que c'est plutôt quelque chose de positif, mais il ne sait pour lui, même si lui il sourit, il n'est pas conscient que c'est son sourire à lui. En fait, il le fait vraiment en miroir par rapport à ce qu'il voit en face et évidemment, il y a aussi ce lien qu'il y a entre le bébé et la maman. Il y a une fusion, en fait. Il y a une fusion, il y a une énergie qui fait qu'il va sentir quand, voilà, quand, il y a quelque chose de doux, d'agréable et il va sentir quand il y a quelque chose qui va pas bien.
Donc souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces bébés ou quand tout de suite on change d'état émotionnel, il y a un espèce de choc parce que, voilà, ils perdent leur point de repère, donc ils ne savent pas. Ils ne savent pas si c'est bien ou si c'est pas bien, et donc forcément après ils se mettent, à pleurer. Ensuite, donc ça c'est pour l'empathie émotionnelle, c'est déjà reconnaître et ressentir, par l'imitation, une émotion. La deuxième fenêtre pour le développement, de l'empathie, c'est, l'empathie cognitive. Donc là, on est plus dans quelque chose de logique, en fait, dans la compréhension de l'empathie. Là, c'est le moment où, il y a eu une expérience, en fait, sur une boîte de bonbons où, tout le monde est invité dans une pièce à voir cette boîte, qui n'est pas transparente, mais on dit que c'est une boîte de bonbons. Donc, à un moment donné, l'enfant de 5 ans, on lui demande de rester dans la pièce et on demande à ses frères et sœurs plus âgés de sortir. Là, la personne va dire, «Bon, bah, tu vois, j'ouvre la boîte, tu vois qu'il y a des bonbons dedans», vu que c'est une boîte, de bonbons. Sauf que je vais enlever tous les bonbons et à la place, je vais mettre des boules de papier. Voilà, des boules de papier, comme ça ressemble à des bonbons, mais ce ne sont pas des bonbons. Et la personne dit: «Je vais, faire revenir, ta famille et d'après toi, est-ce que lorsque je leur poserai la question, est-ce qu'il y a des bonbons à l'intérieur, que vont-ils dire?» Et bah, le petit va dire, bah, heu, ils vont toujours croire qu'il y a des bonbons à l'intérieur, en fait. Donc ça paraît, tout petit, tout simple, hein, comme exemple, mais en fait, il se met à la place de l'autre. Il est dans une logique justement, rationnelle où il va se relier mentalement finalement aux autres qui sont restés dans un biais, cognitif de logique, heu, dont il a été témoin. Et c'est pour ça que donc qu'il exprime que non, ces personnes-là, quand elles vont ouvrir la boîte à bonbons, bah, voilà, elles vont être déçues parce qu'elles croyaient qu'il y avait des bonbons à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste le fait de commencer à s'ouvrir et à se mettre dans une logique de pensée, que l'autre. Le fils, il mange quand même les faux papiers. Bon, bah, c'est l'apprentissage par l'expérience, hein. Et la troisième fenêtre, pour, développer l'empathie, c'est justement la combinaison de un et de 2. Donc c'est comment je relie, les deux fenêtres, donc ressentir finalement et reconnaître, puis, comprendre aussi la logique de l'autre, et la troisième, c'est entièrement, voilà, se mettre à la place de l'autre, pour, essayer de comprendre. Par exemple, les pervers, pour donner un exemple encore extrême, eux, ils ont une très bonne, empathie émotionnelle, ils ont une très bonne empathie, cognitive. Par contre, ils n'ont pas forcément la capacité émotionnelle de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller, chercher plus loin que ça, en fait, de se dire: «Voilà les conséquences de mes actes». OK? Donc, ils n'ont pas forcément la compréhension, émotionnelle des conséquences. Là où je reviens sur la posture du psychologue ou psychiatre qui va dire: «Je comprends le comportement, mais il est inacceptable». En tout cas, en société. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc pour résumer, il y a vraiment la première étape, c'est identifier qu'il y a un changement émotionnel. La deuxième étape, c'est comprendre justement cette logique, de réaction. Et la 3e étape, c'est vraiment ressentir, se mettre à la place d'eux. OK? Donc, voilà pour résumer, ces 3 étapes des fenêtres de l'empathie. Évidemment, pour avoir de l'empathie pour les autres,
Bah, il faut commencer par en avoir pour soi-même, n'est-ce pas? Donc, pour, se connaître, il y a, 3 propositions possibles. La première des propositions, c'est, de s'écouter soi. Donc, d'écouter les réactions corporelles, d'écouter ses propres sentiments et un outil intéressant pour vraiment être à l'écoute de ses sentiments, c'est la roue des émotions. Donc c'est, à partir de l'émotion qui est vraiment un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à partir de cette émotion-là, qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Et on va plus, en fait, on va se connaître, et reconnaître ces émotions, qui créent des sentiments derrière, et bien, plus on va en avoir aussi pour les autres, en fait. Si moi, je n'arrive pas à distinguer, par exemple, ma honte, la honte, OK? Ça va être très difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui arrive à ou qui n'arrive pas à exprimer sa honte. Et donc on arrive à un point de communication où c'est très difficile d'avancer. Surtout lorsque, voilà, on est dans un milieu professionnel où, bah, l'objectif, c'est quand même un petit peu de désamorcer, certaines sources d'incompréhension ou de conflits ou de blocages pour pouvoir continuer d'avancer et communiquer et trouver des solutions, en fait. Et de plus en plus, je vois lorsque j'accompagne, soit des managers, soit des recruteurs, heu, voilà, soit des personnes qui sont haut placées, ils se rendent compte qu'il y a un changement, hein. Et on est quand même dans un moment où on va basculer et on se rend compte que de donner des directives peut-être trop machinales, trop mécaniques, en fait, plus tard, si ça ne correspond pas forcément à la manière de fonctionner de l'autre personne, et ben, ça peut créer en fait encore une fois, ce biais de non-dit, de silence, d'erreurs en fait, qui deviennent énergivores. Donc peut-être, il serait plus intéressant de prendre un temps d'échange pour essayer, voilà, de comprendre la personne et d'avoir un vrai échange sur, voilà, ça c'est l'objectif, comment est-ce que tu ferais toi, en fait? Et là, on commence à être dans un état d'esprit de co-construction, OK? On n'est pas dans, merci pour le partage de la roue. On n'est pas dans «je t'amène la solution», mais on est dans «je prends, OK, le temps de trouver une solution commune qui va être, efficace», en fait. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple sur un cas pratique, mais pour revenir, voilà, sur l'importance d'avoir de l'empathie pour soi avant de pouvoir en avoir pour les autres, c'est de prendre un temps pour soi, de prendre un temps, de se connaître. Justement, c'est là où la sophrologie peut être un outil intéressant, mais il y a d'autres outils, intéressants aussi, et de venir en fait vous questionner. Voilà, pourquoi je me suis sentie triste à tel moment? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la culpabilité qui se réveille en moi? Est-ce que, je me sens honteuse? Voilà, c'est vraiment essayer de venir amener cette empathie pour vous, et vous verrez que vous en aurez aussi un peu plus pour les autres, et en fait, c'est transversal, en fait. L'empathie va impliquer de l'écoute, va impliquer, de la bienveillance, va impliquer de la patience, et donc ça, ce sont aussi des qualités qui sont importantes à avoir, tant dans le plan personnel que, professionnel. La 2e étape, hein, pour faire le parallèle avec les 3 fenêtres, la deuxième étape, c'est justement d'essayer de comprendre le biais cognitif, la raison pour laquelle je ressens ce que je ressens à ce moment-là. Donc là, là, c'est une autre roue, hein, que vous pouvez aussi trouver, sur le net, hein, il y en a plein. C'est: quel est mon besoin derrière cette émotion? Quel est mon besoin? Donc, de comprendre son propre besoin, ça va aussi, amener plus de compréhension sur le besoin de l'autre, et ça va amener aussi la question la plus simple lorsque justement vous sentez qu'il y a un malaise, un conflit, une incompréhension, un blocage, c'est: quel est le besoin?
Et encore une fois, de demander le besoin, ce n'est pas de se mettre dans le biais, négatif de l'empathie, donc d'être, le sauveur, le médecin, voilà, ou d'être trop gentil. C'est simplement d'essayer de comprendre. Voilà, on est vraiment dans prendre le recul nécessaire sur le besoin pour essayer tant bien que mal, voilà, dans la mesure du possible évidemment, de pouvoir, écouter, ce besoin et y répondre. Mais pour avoir fait, pas mal d'expériences en accompagnant des personnes et même sur moi-même, en fait, dès le moment où vous faites la première étape, je reconnais mon émotion, je reconnais le sentiment lié à cette émotion et le besoin qu'il y a derrière. Déjà, l'impact sur le moment présent, il va être moins fort. Donc, ça va vous permettre juste un petit peu de désamorcer le tsunami qui s'est réveillé d'un coup. Et le troisième, justement, c'est prendre du recul. C'est avec ces 2 étapes-là, je prends du recul sur ce qui se passe. Et donc que ce soit moi de manière, personnelle face à des événements extérieurs ou alors moi en tant que manager ou, collègue, je vais face à quelque chose soit qui me ressemble, soit qui me ressemble pas. À ce moment-là, ça ne me regarde pas, en fait. Donc je vais prendre du recul par rapport à ça. Et donc c'est là où l'empathie intelligente, là c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de l'empathie va créer un terrain favorable à la solution. Exemple, voilà, un peu plus parlant, de cette prise de recul, c'est de voir qu'est-ce qui se joue, en fait, à travers l'autre, à travers la manière dont il me parle, la manière dont il se comporte ou l'événement qui arrive, ça va venir réveiller quelque chose en moi. Donc là, je vous ai choisi, 3 théories, on va dire, du comportement et de la relation à l'autre. Il y en a plein d'autres. La première qui est peut-être la plus connue, c'est le triangle de Karpman avec dans quelle posture je me trouve. Donc est-ce que je me sens persécuteur? Donc je suis dans un juge, autoritaire, je suis dans cette exigence, sans vouloir, considérer l'autre? Est-ce qu'au contraire, je suis dans cette posture de sauveur ou de sauveuse? Hem, c'est quoi le TDK? Je sais pas. Est-ce que je suis dans cette posture de sauveur ou de sauveuse, à vouloir trop porter sur mes épaules et donc du coup à se mettre, limite, à faire les choses à la place de l'autre. Donc ça, c'est aussi, cette posture où on n'ose pas dire non, on ne sait pas dire non et donc pour résoudre l'affaire, on va faire la chose, à la place de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi, d'important, à observer. Ou est-ce que justement je me mets en victime? Donc là, on est encore plus dans, j'accepte tout et je dis rien, je ne parle pas. Ah oui, bah, voilà, TDK, voilà. Et donc ça a un impact sur moi, mais aussi sur les autres et même au-delà, en fait. C'est quelque chose qui peut grandir. Donc ça, c'est pour l'observation, de soi par rapport aux autres. Une autre image, inspirante, donc c'est la 2e avec les 3, enfin les 6 ronds, moi et l'autre, donc ça, c'est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle de Eric Berne, qui a voulu, proposer un schéma qui simplifie les comportements qu'on a vis-à-vis d'autrui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer, en jeu, hein, en jeu de théâtre, en jeu d'improvisation théâtrale et ça, je vais en parler plus tard. Donc dans quelle posture est-ce que face à telle ou telle personne, je me retrouve? Est-ce que je suis dans une posture de parent, d'adulte ou d'enfant? Dans le parent, il y a justement le parent critique, autoritaire, jugeant ou le parent, bienveillant ou au contraire le parent nourricier qui vient venir, enfin pas laisser trop de liberté à l'autre et donc forcément, vous voyez la ligne qui descend, lorsque je me pose dans cette posture de parent, face à moi, je vais peut-être attirer plus des personnalités qui vont se mettre dans une posture d'enfant, en fait. «Ah mais je sais pas, faire comme ça, est-ce que tu peux m'aider?» et au final, bon, bah, voilà, c'est vous qui le faites, en fait. Ou au contraire, vous allez jouer, comme le tyran de Cartman, une posture de, persécuteur et victime.
Si vous êtes, dans une forte présence du parent critique, il se peut aussi que pour, un jeu inconscient, encore une fois, hein, ce sont des biais inconscients, vous allez attirer à vous un autre parent critique et donc là, c'est le conflit. C'est on va jouer à qui tire le plus fort, la corde et on est dans un conflit. Donc c'est vraiment intéressant d'observer ces différents biais, comportementaux pour essayer, de vous redescendre justement ou de remonter si vous êtes dans une posture d'enfant, vers une posture d'adulte autonome et responsable qui arrive encore une fois à prendre du recul. Je dis pas que ça marche toujours, je dis pas que c'est facile, mais en fait, dès que vous sortez de ces jeux, psychologiques, et que vous revenez dans une posture plutôt, neutre et factuelle, il se peut que la personne en face de vous aussi fasse l'effort de redescendre, en fait. Ou à ce moment-là, si vous sentez que l'émotion elle est trop forte, parce qu'on est aussi dans une jauge émotionnelle, et bah, c'est peut-être pas le moment d'être dans un échange. Et évidemment, donc ça, c'est pour aller un peu plus loin sur les différents traits de personnalité qui vont du coup impliquer une manière de comprendre les choses et une manière de faire les choses. Voilà, si on est plutôt, rouge et ben, on va comprendre les choses plutôt, exprimées ou partagées de telle manière et donc on va agir, de telle manière. Si on est vert, c'est différent. Donc voilà, c'est finalement tout ça et d'autres, hein, évidemment, c'est, une manière d'accepter, les différents points de vue, en fait et l'empathie, c'est justement l'inclusivité, en fait, c'est intégrer, accepter qu'il y a différents points de vue. Est-ce que c'est bien Frédéric, il partage beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose à ajouter? Même si, voilà, on peut en dire beaucoup, hein. Mais ça, par la pratique, c'est très intéressant justement de travailler tous ces schémas, tous ces jeux, toutes ces postures. Donc pour, garder les mots-clés sur, l'importance de l'empathie pour soi, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas tous les jours facile et on n'y arrive pas toujours. Donc ça demande quand même un minimum de volonté et de responsabilité. Parce que faire un travail sur soi, bah, si on veut vraiment, que ça change, il faut de la volonté et il faut prendre la responsabilité, des conséquences et c'est la même chose, en fait, lorsque vous décidez, de d'ouvrir votre porte à l'autre pour un échange justement dans une empathie vraie et non pas dans un truc pour faire passer la pilule. Alors pour, revenir sur, la l'image de l'empathie, au sein de l'entreprise, souvent les managers, heu, s'intéressaient à la manière dont, pensaient les collaborateurs et les collaboratrices, à la manière dont se comportent, les collaborateurs et les collaboratrices et depuis peu, aux sentiments, à comment se sentent les collaborateurs et les collaboratrices. Effectivement, ouais, j'ai bien dit que c'était, que les modèles, que j'avais utilisés, c'était des sources d'inspiration, mais c'est pas enfin, on peut pas réduire l'être humain à une couleur. Ça c'est sûr et certain. Mais ça reste une source d'inspiration pour amener la discussion. C'est là où je parle de volonté et de responsabilité. Donc évidemment, l'empathie fait partie des qualités de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment ne pas citer, Daniel Goleman, qui est quand même celui justement qui a ouvert la voie à la reconnaissance des émotions comme étant une forme d'intelligence, heu
et un biais vers l'efficacité, la productivité aussi, dans le milieu de l'entreprise. Donc, Daniel Goleman, il a, une interprétation de l'empathie et de la force de l'émotion avec, le mot attention. Donc, faire attention à ses émotions, avoir de l'attention pour ses émotions, ça vient du verbe attentio, latin, qui est l'action de tendre l'esprit vers. Donc c'est vraiment, je vais je vais essayer, d'être pleinement là et présent avec mon esprit. Donc, si on relie aux définitions précédentes de l'empathie, donc là on est dans l'empathie cognitive, OK? Je vais mettre, mon esprit au diapason au vôtre pour essayer de comprendre avec attention ce qui vous arrive. Donc, là, c'est vraiment une forme d'empathie, qui est la base, en fait, pour créer un terrain d'entente et de solution. L'écoute active, c'est, d'autres termes justement pour définir l'attention et c'est un terme, vu que je viens, aussi parler de mes compétences et ça va être en lien avec, la masterclass, active, qui sera plus tard, c'est, l'improvisation théâtrale. La qualité de l'improvisateur et de l'improvisatrice, si vous ne connaissez pas l'impro, bah, l'impro c'est, l'art de créer à partir de rien. C'est, jouer sans texte, c'est, faire, tout dans le moment présent. Heu et donc cette capacité à être dans le moment présent, elle vient de cette écoute active qui est vraiment la qualité numéro un de l'improvisateur et de l'improvisatrice et cette écoute active, tout comme l'empathie, tout comme tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui peut s'acquérir en fait, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est pour ça qu'en impro, l'improvisation ne s'improvise pas. C'est un entraînement, c'est comme un sport en fait et pour justement, développer cette écoute active, on peut revenir sur les autres thématiques qu'on a vues. Il y a l'écoute active de soi, justement de son corps, avec des exercices de pleine conscience, de respiration, ce qui va vous amener dans le moment présent. La sophrologie, évidemment j'en parle parce que c'est le la discipline que je pratique, mais il y en a d'autres aussi. La sophrologie, elle va venir étape par étape vous reconnecter, à votre corps, vos sensations, donc qui va amener cette écoute active des sensations qui vont peut-être être liées à la fameuse roue des sentiments, des besoins et amener cette autonomie, finalement ce regard où je vais prendre du recul en tant qu'adulte autonome et responsable cette, cette prise de recul, ouais, heu et cette observation. Donc si j'arrive à le faire pour moi, je vais commencer à pouvoir le faire pour l'autre. Une fois que cette confiance-là, elle est posée, parce que la l finalement le résultat de tout ça, hein, de tout ce partage et puis toute cette curiosité autour de l'empathie, toute cette recherche en fait de pratiques pour pouvoir, échanger de manière qualitative, dans l'empathie, c'est de créer la confiance en fait. C'est de créer un terrain de confiance parce que vous pouvez pas, grandir, évoluer, prospérer ensemble si vous n'êtes pas en confiance. Et donc peut-être, oui, dans un premier temps, ça peut paraître énergivore ou une perte de temps de prendre le temps, d'échanger avec quelqu'un, mais au final, en fait, ce que vous allez construire comme base, ce seront des bases solides. Parce que si la personne en face de vous, elle vous fait assez confiance pour vous dire: «Là, je peux pas le faire», et ben, ce sera peut-être plus facile pour vous, de trouver ensemble d'autres solutions, en fait. Donc c'est très important d'avoir finalement le pourquoi final de tout ça, en fait. C'est créer de la confiance pour pouvoir justement être dans une ambiance, qui est prometteuse, en fait, dans l'évolution de l'entreprise. Et évidemment,
pour mettre tout cela en pratique, l'improvisation théâtrale, est vraiment, super. On appelle plus ça, l'improvisation appliquée parce qu'on utilise justement les outils de l'improvisation artistique appliqués au milieu professionnel. Donc, à travers des exercices, on peut travailler justement sur l'écoute active, sur la reformulation à la répétition, donc ça, c'est aussi, intéressant pour la co-construction. On peut travailler sur la posture et moi, voilà, grâce à ça, j'ai pu, travailler, avec, des anesthésistes, internes ou, des militaires haut gradés pour justement être beaucoup plus dans le moment présent et dans la co-construction. Donc l'improvisation théâtrale est aussi très forte pour créer du lien, entre les autres et c'est important, en fait, d'avoir ce genre de pratique. Ça peut être ça ou autre chose, hein, mais parce que l'empathie, elle ne peut que se cultiver à travers les autres, en fait. On peut pas, nourrir son empathie en lisant les choses, ou en écoutant les choses. En fait, elle ne s'acquiert qu'en pratiquant et qu'en étant en lien, en relation avec les autres. Et justement, le théâtre forum est un peu le summum de tout ça, où on va justement allier, toute cette écoute active avec même des études de cas particuliers, à l'improvisation théâtrale et à la recherche, en fait, de solutions dans l'intelligence collective et donc ça, c'est vraiment très, très intéressant de partir peut-être de quelque chose de très, très large, improvisation théâtrale où on vient juste débloquer en fait, cette écoute active, cette, confiance, cet ancrage dans le moment présent, puis, cette, répartie aussi et de manière, collective ensuite mettre en avant des problématiques qui sont arrivées chez vous, des choses qui ont été, des impasses et à travers le théâtre forum, donc on va rejouer ces scènes-là, puis dans un esprit, de recherche collective, on va adopter les différents points de vue et essayer d'agir autrement tout en regardant s'il y a un impact différent et donc à travers cet exercice-là, bah, on est toujours en train de nourrir, bah, le 2e biais de l'empathie qui est cette empathie cognitive en disant: «Ah ouais, moi j'aurais pas fait ça, moi j'aurais fait plutôt comme ça» et donc c'est aussi d'accepter que peut-être, bah, là, ce qu'on pense être bien, ne l'est pas forcément en fait, pour l'autre et donc simplement de prendre le temps d'échanger et de créer en fait ce lien nouveau, peut être vraiment, très, très, intéressant surtout, en théâtre forum et ça, heu, ce qui est beau à voir, c'est que pareil, hein, cette technique peut s'appliquer autant, bah, dans la petite enfance, hein, où on va justement, développer l'empathie, la bienveillance, moi je travaille sur le triangle de Karpman avec, les enfants pour qu'ils se rendent compte en fait justement de tel comportement, telle conséquence. Mais ça va aussi voilà chez les adultes, dans le monde de l'entreprise où il y a justement de la discrimination ou du harcèlement qui peut être justement un manque de place à ces moments d'échange et d'empathie, et de compréhension. Donc ça, ce sont des choses, très, très intéressantes aussi. Merci de votre attention. J'ai bien tenu l'objectif de faire jusqu'à 45 et voilà, hein, donc c'est quelque chose d'assez riche, hein. J'ai essayé vraiment de décortiquer un peu ça.